après Beni, c'est Lubero qui est attaqué par les ennemis de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons certainement analyser cette thématique au cours de cette tranche Kinshasa direct avec le député national Jean-Baptiste Kassekwa, l'ancien député national Jean-Baptiste Kassekwa. Il sera de nôtres. On va essayer d'analyser aussi, pourquoi pas, analyser la sortie du gouvernement souminois. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Damaris Kayembe. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite. 24 heures après la cérémonie de remise et reprise entre Jean-Michel Samal-Kondé et Judith Souminois Toulouka, respectivement Premier ministre sortant et entrant, c'était aujourd'hui le tour de membres de leurs gouvernements respectifs, chacun dans son ministère, sauf changement de dernière minute. La première réunion du Conseil des ministres aura lieu demain, vendredi. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a nommé ce jeudi 13 juin Antonin Guizot Kamol comme son nouveau directeur de cabinet. L'actuel directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, succède à Guilain Niembo, nommé vice-premier ministre en charge du plan. L'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu la délégation Métrokin, conduite par son directeur général, Eric Onepunga Yongo, pour une séance de travail. Au menu de leur entretien, la présentation du projet Métrokin, les avancées du projet et sa mise en œuvre pour le début de travaux pour la première phase gare centrale aéroport de Ndjili. C'est tout pour ces grands titres d'information qui vous seront développés dans notre édition 19h. Entre-temps, mesdames et messieurs, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci Damaris pour cette livraison d'informations. Tout de suite, nous allons recevoir Jean-Baptiste Kassekwa. Voilà, situation sécuritaire dans l'est de la RDC après Beni Lubero est attaqué. Monsieur Jean-Baptiste Kassekwa, bienvenue. Merci David. Vous vous portez bien?
Oui, assez bien, sauf que je suis profondément triste au regard de l'évolution de massacre en province du Nord Kivu. Du 3 au 12 juin 2024, c'est-à-dire toute la semaine dernière, jusqu'à la journée d'hier, 2 groupements à l'ouest de Butembo sont sérieusement endeuillés. Le premier groupement à territoire de Beni, c'est le groupement Bassoa Madiwe. Du 3 au 10, on a enregistré plusieurs séries de massacres. Ce matin, je poursuivais le monitoring. Par exemple, sur l'axe Cantine Pumziko Tandos Massala, les corps déjà retrouvés s'élèvent à 77 corps. 77. Sur un seul axe routier. Nous n'avons pas encore la certitude sur le nombre de personnes tuées à Massaou, dans le même groupement Bassoa Madiwe. Mais le bilan provisoire fait état de 26 morts. On attend la confirmation parce que les fouilles continuent et les zones sont difficilement accessibles. À Kabweke et Keme, on parle de 8 morts dans le même groupement. À Makala et Mahihi, 12 morts. À Lote, le bilan provisoire est de 34. À Makusa, à Maïtoutoulou, on parle de 16 morts. Ça, c'est dans ces derniers groupements du territoire de Beni. C'était le groupement qui était épargné jusqu'ici. Parce que le massacre à Beni commence en juillet 2013 à Kamango et à Nobili. Une intensification de ce massacre en octobre 2014. De 2014 à ce jour 2024, les populations étaient tuées partout, dans le secteur de Rwenzori, dans la chefferie de Watalinga, dans la chefferie de Bachou, dans le secteur Benimbaou. Et toutes ces populations avaient trouvé refuge dans un seul groupement qui demeurait l'oasis de paix. C'était le groupement Bassoa Madiwe. Là, les populations ont cultivé le cacao, ont cultivé le manioc, le riz, les haricots. C'était le grenier de Beni de Butembo. Et voilà, l'ennemi a choisi d'attaquer cette zone-là. Le groupement voisin de Bapakombe, c'est un secteur de Bapiri, à territoire de Lubero, a été attaqué toute la journée d'hier. Les bilans provisoires confirmés fait état dans le village Maïkengu, 25 morts, 25 corps déjà identifiés. Sur la route Maïkengu et le village vers Maïkengu, c'est à 15 km de Kambaou, le chef-lieu du groupement de Bapakombe. Là, c'est toujours au niveau du Nord Kivu. Nord Kivu, maintenant, Bapakombe, là, c'est à territoire de Lubero. Alors que Bassoa Madiwe, c'est un territoire de Beni, mais ce sont 2 groupements voisins. Donc l'ennemi a fini d'occuper Beni. Maintenant, il commence l'extermination des populations dans le premier groupement du territoire de Lubero. C'est le groupement de Bapakombe à secteur de Bapiri. Bien entendu, déjà en août 2022, l'ADF avait déjà mené une opération à ville de Butembo contre la prison de Kakwangura en emportant plus de 800 prisonniers. Donc, tous les Lubero, c'est toujours les ADF. ADF, oui. Bien entendu, je vais le démontrer. Maintenant, la menace contre l'intégrité territoriale de la RDC est aujourd'hui plus grave que lorsqu'on a instauré l'état de siège. Alors que l'état de siège dure aujourd'hui 1133 jours. Mais la menace contre l'intégrité territoriale devient plus grave qu'avant l'instauration de l'état de siège. Parce que, disais-je, la liaison entre les ADF qui sont désormais au nord de Lubero par le groupement de Bapakombe et avec le mouvement terroriste du M23 qui opère désormais à Kanyabayonga au sud de Lubero,
la liaison entre les deux mouvements terroristes, ADF et M23, elle est très très facile et les indices montrent que ces deux mouvements n'opèrent pas de manière isolée. Au même moment que l'on tente de lancer les opérations contre les ADF dans la zone de Beni, c'est alors que le M23 ressurgit et toute l'attention est focalisée sur le M23. On dégarnit les positions militaires des unités militaires de Beni au motif de contrer l'avancée du M23 dans la zone Lubero, Massissi, Nyiragongo et Goma. La zone Beni reste vide et le M23 accentue, intensifie les massacres et occupe désormais même le nord du territoire de Lubero. Ça rappelle ce qui s'était passé en 2020, alors que l'on lance l'opération faussement appelée de grande envergure à Beni, 31 octobre 2019, les tueries par les groupes armés sont déclenchées en Ituri, on dégarnit Beni, on reprend des unités de Beni pour l'Ituri et les tueries des ADF montent à flèche tout au long de l'année 2020-2021 jusqu'à l'instauration de l'état de siège. On dirait que dans les trois zones, Ituri, Beni et Rutshuru, Massissi, Nyiragongo, tous les groupes opèrent en synergie, de manière à ce que ceux qui opèrent à Beni puissent être laissés à toute tranquillité et puissent accomplir le plan d'extermination. Je disais donc que le bilan, le dernier, celui d'hier, 25 à Maïkengu. Maintenant, sur la route Maïkengu et Mokele, on a retrouvé 17 corps. Le total, ça donne 42. Lorsque vous prenez 42 plus les 77 confirmés sur la route Kantine Pumzi Kotanos Masala, vous avez 119. Les 119, bilan confirmé, vous ajoutez maintenant les estimations de Massaou, de Kabweke, de Keme, de Maïtoutoulou et autres, à moins de 10 jours, c'est-à-dire du 3 juin au 12 juin, le bilan avoisine les 215 personnes tuées dans les deux groupements, le groupement de Beni, Basso Amadiwe, et le groupement de Bapakombe à territoire de Lubero. Voilà pourquoi je dis que la menace s'accentue, non seulement au regard du nombre de personnes tuées, mais surtout au regard de la présence de deux mouvements terroristes qui attaquent maintenant de part et d'autre le territoire de Lubero, ADF, Lubero par groupement Bapakombe, M23 attaque Lubero par la commune rurale de Kanyabayonga. Et vous comprenez qu'avec cette intensification des attaques par Bassoa Madiwe et par Bapakombe et par Kanyabayonga, les populations fuient vers Butembo parce que Bassoa Madiwe n'est pas loin de Butembo, de même que Bapakombe. C'est là que vous avez l'agglomération, la commune de Mangurujipa. Mangurujipa est à plus ou moins 90 km de Butembo. Toutes les populations fuient vers Butembo. L'ennemi a pris une destination inconnue. Certains pensent qu'il va vers Mangurujipa. D'autres pensent qu'il va vers le chef-lieu du groupement de Bapakombe. Du coup, les populations fuient. Et si l'ennemi progresse vers là, alors qu'il avait déjà opéré à Butembo, comme je le disais, en août 2022 par l'attaque de la prison, c'est dire que Butembo se retrouve très bientôt encerclé de la même manière que Goma est encerclé par le mouvement terroriste M23. Alors ceux qui encerclent, c'est toujours les ADF. Est-ce que les ADF, ils ont cette puissance-là d'encerclement? Parce qu'on sait très bien que ce sont des petits groupes qui viennent, qui opèrent et puis qui se replient. Ils ne peuvent pas encercler comme une armée régulière. Alors, ils encerclent par l'intensification des tueries. Mais ce qui est étonnant et préoccupant, c'est de constater que depuis 2013 jusqu'à ce jour, notre gouvernement et notre armée ne parviennent pas
à neutraliser les ADF. Oui, Bien- mais bien plus. c'est une affaire qui date depuis 1986, les ADF. Non, C'est- David, il y a une précision à donner. Le mouvement ADF Nalu originel a été presque neutralisé à 2 temps. D'abord, en 2008, lorsque les Nalu se sont rendus au gouvernement ougandais. Ensuite, en 2014, à la suite des opérations menées sous Baouma, après l'assassinat de Mamadou, eh bien, les ADF se sont retrouvés totalement affaiblis et leur chef, Jamil Mukulu, a pris fuite, attrapé à Tanzanie et ramené en Ouganda jusqu'à ce jour. Par contre, il y a quand même des indices qui méritent réflexion. Il y a un moment, celui qui était commandant secteur FRDC à Beni, un certain colonel Bisamaza, a fait désertion de la FRDC et s'est retrouvé en Ouganda. À un moment donné, un certain capitaine Moses, qui était capitaine dans les rangs de FRDC, les troupes de Bisamaza étaient venus de l'ex-CNTP pour être déployés à Beni. Son capitaine, qui commandait une unité, a été retrouvé tué par les FRDC dans les rangs des ADF à Beni. C'est un indice sérieux qui montre que, en réalité, les troupes de Bisamaza sont réparties de l'Ouganda pour constituer un mouvement présumé ADF, mais qui en réalité n'est pas différent du mouvement M23. Et les deux mouvements M23 et ADF poursuivent le même objectif, c'est l'occupation du territoire de la RDC par le Nord Kivu. Les FARDC, dans sa communication, dit qu'il s'agit d'un mouvement terroriste qui veut instaurer un califat, c'est-à-dire un État autonome dans la partie Beni, Rumu, Mambasa et Mena Lubero. L'M23, c'est connu depuis les recherches de Steve Hage en 2013. L'M23 poursuit aussi la création d'un État autonome. Et maintenant que les deux mouvements attaquent Lubero par le nord et par le sud, raison pour laquelle je trouve que le plan de création de ces États autonomes est presque à son terme et la menace contre l'intégrité territoriale de la RDC devient plus grave qu'avant l'instauration de l'état de siège. Alors, des constats. 1133 jours d'état de siège. État de siège qui a été présenté comme la dernière cartouche. Cela veut dire que le régime de Félix a géré la dernière cartouche avec légèreté. Et des responsabilités doivent être établies et des sanctions doivent être prises. Donc, Non l'état des seulement sièges, avec légèreté, mais également l'état des sièges a été détourné de ses objectifs. Pendant que l'on tuait les gens dans le groupement Bassoa Madioué, l'administrateur du territoire militaire de Beni s'est retrouvé, lui, à Kassindi. Parce qu'à Kassindi, c'est près, c'est là où il y a la douane, c'est là où on trouve facilement de l'argent. Pendant que le mouvement terroriste M23 occupe, nous sommes aujourd'hui le 13 juin 2024, c'est le deuxième triste anniversaire de l'occupation de Bunagana. 2 ans que Bunagana est occupé. 2 ans. Pendant ce temps-là, depuis le 6 juillet, l'état-major de la FRDC à Kinshasa a décidé de retirer de la charge du gouverneur militaire du Nord Kivu la conduite des opérations militaires. Et donc l'état de siège est resté une coquille vide et Peter Chirimwami ne cesse de dire qu'il veut l'attendre, que lui ne s'occupe que du développement et de l'administration. Mais vous allez développer Kisiki, Cantine, vous allez développer Bakpakombe, vous allez développer Bassoa Madioué, là où 215 personnes sont tuées en 10 jours. On se moque de qui? Donc non seulement que l'état de siège a été géré avec légèreté, mais également détourné de ses objectifs. On parle plutôt de la recherche de l'argent, c'est devenu un business. De l'autre côté, au début du mandat de Félix, on a annoncé que des unités spécialisées, une unité combattre des jeunes, spécialisée pour combattre le mouvement terroriste à Beni, que ces unités ont été formées à partir du Gabon et déployées. Mais mon impression est que ces unités ont été sabotées. Pas par le Rwanda, pas par l'Ouganda, mais par Kinshasa, ici. On nous a annoncé l'arrivée des unités canines. Et les populations ont applaudi, ont espéré.
Aujourd'hui, je parlais avec les autorités locales du secteur de Bapéré, là où les populations sont en train d'être tuées au groupement Bapakombe. La présence de l'armée est quasi nulle. Même chose, le général lui-même a été à groupement Basso Amadiwe. Eh bien, l'ennemi circule 10 jours, 10 ans, en train de tuer librement. On se moque de qui? Les ADF. Donc, ce sont des Ougandais ceux qui font. Alors, c'est devenu une nébuleuse. Figurez-vous, 10 ans d'Iran, originellement, c'est mais il y a une opération conjointe, FRDC ainsi que UPDF. Alors, c'est là aussi le paradoxe. Il faut reconnaître que, sur les 4 entités administratives du secteur de Béni, les 3 entités jouissent d'une relative accalmie du fait de la présence des militaires ougandais, notamment dans le Batalinga, le secteur de Rwenzori et la chefferie de Bachou. Les seuls secteurs de Benimbaou qui restaient sous contrôle FRDC, c'est-à-dire l'ouest de la route nationale numéro 4, c'est là où les massacres s'étendent intensifient. Dans la cité de Oicha, dans les localités de Samboko Tchani, à Mamove, à Beoumanyama, jusqu'à s'étendre, comme je le disais, dans le dernier groupement qui était le grenier agricole de la zone et où les populations avaient pris refuge. Non seulement ce dernier groupement du territoire de Béni, mais l'ennemi étant ses attaques, ses tueries maintenant sur Lubero, allègrement. Et les populations sont dans un dilemme. D'un côté, nous redoutons, n'est-ce pas, la présence des unités ougandaises, dont la présence a été signalée dans la prise de Bunagana. Ce n'était secret pour personne. L'Ouganda y a été pour beaucoup. Il a joué les doubles jeux. Hein? Les doubles jeux. Dans l'appui au M23 jusqu'à Kanyabayonga à ce jour. Mais de l'autre côté, au regard de l'intensification des massacres, les populations se posent la question de savoir, ne faut-il pas autoriser à cette même armée ougandaise d'étendre ses opérations à territoire de Mambasa, de Lubero et à l'ouest de la route nationale numéro 4 de Béni, pour que ces entités bénéficient de la même accalmie que Rwenzori, Bachou et Watalinga. Mais au même moment, lorsqu'on voit les doubles jeux de l'Ouganda derrière le mouvement M23, on se dit, mais est-ce que demain, ces mêmes unités UPDF ne risquent pas de se retourner contre nous? Et finalement, le plan d'occupation de tout le Nord Kivu est accompli parce que Rutshuru, Masisi, Nyiragongo sont déjà sous occupation de M23. Et si donc cette éventualité se présentait demain, comment nous allons nous en sortir? Même si l'armée ougandaise était autorisée à étendre les opérations jusqu'à Mambasa, jusqu'à Lubero, jusqu'à Basso Amadiwe, est-ce que les tueries des ATF ne vont pas s'étendre sur Bafouassende, sur Chopo et plus loin? Donc, la solution réside dans nos forces congolaises. Raison pour laquelle j'en appelle de toute urgence à la tenue d'une table ronde pour évaluer les opérations militaires lancées depuis 2014 à ce jour au Nord Kivu. Que l'on dise pourquoi ces opérations ne marchent pas. Qui sabote les opérations? Ça sera sous quel format? Quel format? Oui. Un format tel que les victimes ont droit à la parole. Un format du genre conférence de Goma de janvier 2018, mais amélioré, avec la présence de la présidente de la République. Et cette conférence devrait se tenir à Béni, ou à la limite à Butembo, ou peut-être tout au plus à Goma. Pas à 2000 km à Kinshasa. La présidente de la République est présente, le gouvernement est présent, le Parlement est présent, le commandement de l'armée est présent, mais également les victimes sont présentes. Et on se dit des vérités. Pourquoi, par exemple, à Pumziko, les gens sont tués, plus de 70, alors que les alertes ont été données 10 jours avant? Même chose, ceux qui ont été tués à Maïkengu. Les alertes ont été données et j'ai vu un télégramme du chef de secteur adressé au gouverneur militaire. Aucune disposition n'est prise.
Il faut qu'on réponde, que les gens répondent de ça. Pourquoi l'unité combat des Gincles a été sabotée? L'unité canine, pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi l'état de siège devient une coquille vide? Mais également qu'on évalue. Si par exemple ta famille décide de construire une maison, Jacques David, eh bien tu vas t'imposer tes sacrifices. Ton épouse va consentir tes sacrifices. Pour libérer l'Ituri, libérer le Nord Kivu. Quel est le niveau de tes sacrifices consentis par ceux qui nous dirigent à partir de Kinshasa? Comment pendant que le pays est en guerre, nous pouvons régulièrement enregistrer des scandales de détournement des millions de dollars, alors que les militaires sur les lignes de front en ont besoin, alors que nous avons besoin de renforcement de la logistique. Lorsque vous comparez aujourd'hui la logistique de l'armée ougandaise avec la logistique des FARDC dans les combats contre les ADF, c'est le jour et la nuit. On dirait que la RDC n'est pas le pays qui souffre le plus des tueries de ces mouvements terroristes. Et dans l'entretemps, des millions de dollars sont détournés dans l'affaire, je ne sais pas, des affaires scandaleuses. Lampadaire, forage. Lampadaire, forage. ONIP. Rétrocommission, ONIP. Est-ce que nous sommes devenus cette république des inconscients dont un auteur a parlé dans notre pays? Donc, de mon point de vue, il faut une table ronde. Si pas une table ronde, pourquoi pas des états généraux de l'armée et des services de la défense? Ça ne va pas aboutir au partage des gâteaux, parce que nous savons bien, quand il y a table ronde, ici au Congo particulièrement, ça pourrait aboutir à des partages et puis à des revendications. La politique risque de prendre le pas et les choses risquent de s'enliser. Ma proposition, c'est que la table ronde soit fondamentalement consacrée à la défense, parce que, comme je vous l'ai dit là, Butembo est en étau. Bravo au FARDC qui résiste pour protéger Kanyabayonga. Mais s'il te met le verrou de Kanyabayonga saute, eh bien, l'ennemi prend Kanyabayonga Kirumba cassé, c'est Butembo qui est téléviseur. Vous ne pouvez pas prétendre protéger Butembo si déjà ce verrou de Kanyabayonga saute. Et si Butembo Beni tombe, c'est la ville de Bunia qui est attaquée, qui est visée dans l'Ituri. Et de Bunia, c'est la Chopo qui s'enganie. Donc, l'intégrité territoriale de la RDC est en danger. Non seulement l'intégrité, ceux qui peuvent avoir peur de la tenue d'une table ronde au motif qu'ils veulent protéger leur part du gâteau, mais si ce mouvement se développe jusqu'à prendre Butembo Beni, jusqu'à menacer Kisangani, mais la menace devient plus grande, comme à l'époque de l'AFDEL, et comme je le disais avant-hier. Voilà, maintenant cette table ronde, parce qu'on a suivi même un de vos militants ou un des cadres de votre plateforme ou regroupement, la MUCA, qui parle aussi qu'il y ait une table ronde. C'est ce qui a été réfléchi. Est-ce que vous aviez saisi les autorités nationales ou la communauté internationale, voire les ambassadeurs, pour vous faciliter la tenue de cette table ronde? Bien, personnellement, je suis d'abord en train d'adresser l'appel à toutes les notabilités du Nord Kivu, des députés nationaux, provinciaux, de ministres. Lors du massacre de Gatumba, je pense à 2003 autres, je me rappelle Azarias Ruberwa et tous les autres avaient même menacé de quitter les institutions pour contraindre le gouvernement à s'occuper du massacre de Gatumba. Je me pose la question de savoir, est-ce que mes frères qui sont au gouvernement se sentent à l'aise, ou tous les fils du Nord Kivu, d'apprendre qu'en une semaine, 215 personnes ont été découpées à la machette, nombreux ont été incendiés dans des maisons, d'autres jetés dans la rivière Luena. Est-ce que nous sommes à l'aise de voir que les deux mouvements terroristes nous attaquent d'un côté par Kanyabayonga au sud de Lubero, de l'autre par le groupement de Bapakombe au nord de Lubero, après l'occupation de tout le territoire de Beni, et que Butembo se retrouve encerclé, asphyxié, au même titre que Goma? Est-ce qu'ils sont à l'aise de voir l'état dans lequel les habitants de Goma se retrouvent?
la situation de la ville de Saké. Saké, c'est une jungle, c'est un mouroir. Pourquoi nous ne pouvons pas faire pression sur le gouvernement et dire, nous décrétons un boycott de toutes les institutions pendant un temps, jusqu'à ce que la table ronde d'évaluation des opérations militaires se tienne à Goma, à Beni, à Butembo, et que des mesures rassurantes soient prises, parce que l'M23 n'est pas invincible. Les ADF ne sont pas invincibles. Baouma en a fait la démonstration. Si nous prenons des mesures du genre, dès que c'est dit déjà vu, on ne va pas inventer la roue. Baouma a utilisé une technique simple. Faire de tous les habitants de Beni des renseignants. Et des informations lui ont été livrées. Faire l'état de la motivation des militaires qui sont sur la ligne de front. Comment ces militaires sont motivés? Comment leurs familles sont prises en charge? Pourquoi nous pouvons tolérer que des millions soient détournés par des individus pour se construire des villas en Belgique, en Afrique du Sud, et que des millions de populations soient jetées sur la rue pour abandonner leurs cases? Ces habitants de Rutshuru, de Bunagana, n'ont pas la possibilité d'aller vivre en Europe. Ils n'ont que leurs cases, leurs champs, comme leur seul héritage reçu de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi la notabilité, la société civile, la classe politique ne sonne pas l'alerte pour amener le gouvernement à faire de la sécurité du Nord Kivu la priorité des priorités? Parce que après 3 ans d'état de siège, si des mesures fortes ne sont pas prises, eh bien, nous serons surpris que demain, M23 et ADF, qui sont presque la même chose, fassent liaison. Et tout d'un coup, au signe insufflé, nous nous rendons compte que Butembo est encerclé et le match est terminé. C'est tout Beni, c'est tout Butembo, Nord Lubero. Déjà, nous n'avons plus le contrôle de Rutshuru, Masisi et une partie de Nyiragongo. Goma est complètement asphyxié. Donc, nous risquons de nous retrouver comme les populations rwandaises de 94. Il y avait des ministres, il y avait des généraux à fonction, il y avait des députés. Mais ils se sont retrouvés en train de fuir leur pays. Et aujourd'hui, 2024, depuis 94, ils sont incapables de retourner. Donc il est temps, à mon avis, que l'élite du Nord Kivu, non seulement du Nord Kivu, les touristes c'est pareil. Le Sud Kivu n'est pas épargné. L'M23 qui occupe déjà des hautes montagnes de Masisi menace Calais, menace le Sud Kivu. Donc c'est toute la nation qui doit s'asseoir pour dire qu'est-ce que nous faisons. Alors, pour sauver il y a ceux qui vous disent, territoriale et la sécurité de nos populations. Il y a ceux qui vous disent que s'il y a dialogue, il faut que ça se fasse au sein des institutions. C'est qu'il y a le gouvernement qui est déjà mis en place, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas envisager cela au sein des institutions? Ou vous voulez que ça soit hors institution? Bon, ayons l'honnêteté de reconnaître qu'au niveau institutionnel, l'échec est total. Je vous parle aujourd'hui de 1133 jours d'état de siège, présenté comme la dernière cartouche. Et si au niveau institutionnel, la dernière cartouche a échoué, que faire? Moi, par expérience, je me suis rendu compte qu'il y a suffisamment de l'intelligence en dehors des institutions, notamment auprès des paysans, auprès des victimes. Lorsque j'effectue mes descentes à Masisi, à Rutshuru, à Oicha, à Butembo, et que je m'entretiens avec les chauffeurs de taxi-moto, avec les cultivateurs de cacao, du riz, avec les mamans victimes de ces souffrances, je me rends compte qu'ils ont des idées très très géniales que vous avez du mal à trouver à l'Assemblée nationale ou au sein des conseils des ministres. Pourquoi ne pas créer un cadre où ces gens-là sont écoutés pour qu'ils donnent leurs solutions, leurs propositions et que l'on prenne des mesures contraignantes pour mettre ces propositions en action? Qu'est-ce que nous perdons? Pourquoi laisser le pays échapper à notre compte? Comme je l'ai dit tantôt, la solution qui sort de la bouche de plusieurs aujourd'hui, c'est de nous proposer de demander au gouvernement d'autoriser l'extension
des opérations conjointes FARDC ou PDF jusqu'au territoire de Mambasa, Irumu, Lubero. Mais la réelle évidence, c'est que les ADF seront chassés plus loin, dans la forêt d'Epoulou, dans les Bafouassende, dans la Chopo, dans l'Ituri, dans l'Ouélé. Nous ne serons pas en train de résoudre le problème. Et puis, jusqu'à quand l'armée ougandaise restera sur notre sol? À quel niveau va se lever la facture? Comment l'Ouganda va s'y employer pour exiger le paiement de cette facture? Donc, nous devons de toute urgence chercher des solutions congolaises. En interne. En interne. Et les compétences au sein de l'armée, il y en a. Des compétences au sein de Ouazalendo. On pose la question. J'ai suivi le général des opérations Sokola 1 à Beni lors de sa descente à Kantine, dans la zone de tuerie de Basso Amadioué. Il demande qu'il ne veut pas voir un seul Mouzalendo. C'est-à-dire qu'il ne veut voir aucun citoyen qui résiste contre les ADF. Il demande que tous les Ouazalendo dégarnissent la zone pour aller s'attaquer au M23. Qu'est-ce qu'il vise? Il n'y a pas de déploiement des FARDC dans la zone. Et les populations, selon l'article 63, ont le devoir de défendre l'intégrité territoriale. Au nom de la légitime défense, ces populations ont le droit de prendre des outils nécessaires contre les ADF qui les exterminent. Et au lieu d'organiser la collaboration avec ces Ouazalendo, comme cela se fait déjà contre le M23, l'armée demande que même les Ouazalendo dégarnissent la zone. Est-ce qu'il veut demander que l'on laisse libre cours aux ADF pour exterminer complètement les populations et accomplir leur plan de génocide dans cette zone? Donc, il faut que dans une table ronde, dans ces assises, on définisse des mécanismes. L'Ouganda, pour neutraliser les ADF Nalou dans la zone de KCC, a fait recours aux forces d'autodéfense locales. J'étais à Kassindi il y a 2 ans et j'ai retrouvé des anciens civils qui ont participé à la neutralisation des ADF Nalou. Les anciens civils ougandais. Civils ougandais qui ont été identifiés, immatriculés par le gouvernement et qui jusqu'aujourd'hui continuent d'être payés par le gouvernement pour avoir contribué à la pacification de leur pays. Pourquoi notre gouvernement prend les choses à la légère alors que nous avons une population qui a fait ses preuves depuis 1996 jusqu'à ce jour? C'est la population du Kivu qui a constitué le bouclier contre la balkanisation. Et parce que Kinshasa est à 2000 km, on gère la sécurité des victimes à partir des bureaux climatisés. Mais là, la peur, on néglige l'apport de ces populations. C'est la politisation de cette table ronde. Parce que vous allez voir les revendications des Fayoulou, les revendications des Katumbi, les revendications des Tshisekedi. Alors ils vous donnent avant d'organiser, il faut réguler la question des élections. Et là, ça va, la machine risque encore de s'enliser. Je pense que nous pouvons tirer des leçons de l'histoire. Avant que l'AFDEL ne vienne surprendre la classe politique congolaise ici à Kinshasa, on s'était embrouillé depuis la conférence nationale transition 1, transition 2. On n'a pas su percevoir la menace qui venait par le Rwanda jusqu'à ce qu'en 1996, l'AFDEL entre. Et que des Congolais fatigués du pourrissement de la situation prêtent main forte à ces troupes étrangères. Et en 7 mois, toute la classe politique à Kinshasa qui s'est disputée le pouvoir a été mise de côté. C'est par Sun City que cette classe s'est retrouvée à nouveau invitée à la table. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt David, si le verrou de Kanyabayonga saute, cela veut dire que Butembo Beni tombe. Et si Butembo Beni tombe, eh bien, et s'il y a liaison entre ADF et M23 qui ont les mêmes objectifs, eh bien, nous allons nous retrouver à Kinshasa sous une pression aussi forte que celle de l'AFDEL. Et les cas Tshisekedi, les cas Katumbi, les cas Fayoulou, nous aurons tous perdu le contrôle du pays
alors qu'il est possible aujourd'hui de travailler à la cohésion nationale, nous parlons entre Congolais, on prend des mesures urgentes, les cas Kabila et tous les autres, on dit, qu'est-ce que nous faisons pour sauver la patrie? Parce que, dans tous les cas, la classe politique peut demeurer dans ces divisions, mais je suis passé par Butembo, Kanyabayonga au mois de mars. J'ai noté que les populations étaient dans un état d'angoisse. C'est comme un chat, le niaou, comme on le dit, enfermé dans une maison. Et vous y entrez avec un fouet. Ce chat-là est capable de vous déchirer le visage. Et ces populations de Butembo, de Nord Kivu, se disent, nous sommes chasseurs de nos champs, de Massissi, de Nyiragongo, de Rutshuru, pour être cantonnés comme des prisonniers à ciel ouvert à Goma. Chasseurs de nos champs, de Kibirizi, de Nyanzale, de Vichumbi, de Kamandi, de Miriki, de Bapakombe, de Basso Amadiwe, de Mwalika, de Beni, de Irumu, on abandonne les champs de cacao, toutes les bananeries et autres, pour être cantonnés comme dans une prison à ciel ouvert à Butembo. Qu'est-ce que nous devenons? Et un vieux me posait la question, il dit, Jean-Baptiste, je suis de moins en moins convaincu que Kinshasa va nous libérer, et des terroristes du M23 et des terroristes des ALTEF. Et me disait-il, il nous faut chercher une solution locale. Et un autre me posait la question, il disait, mais Jean-Baptiste, est-ce que Félix ne lui arrive pas de penser que nous sommes capables aussi de réfléchir et de nous imaginer une formule qui va surprendre Kinshasa? Je ne sais pas quelle sera la formule. Notre cardinal Ambongo disait qu'il est dangereux d'abandonner des populations pendant longtemps. Si ces populations-là se sentent complètement abandonnées, il y aura une rupture entre la classe politique et ces populations, et ces populations-là risquent de prêter main forte à n'importe quel courageux qui surgirait et qui nous créerait même un chemin extra-constitutionnel, alors que nous avons encore le temps d'organiser une table ronde, de corriger. Félix a dit qu'il va corriger les erreurs du passé. Mais avec la progression exponentielle des tueries, de l'occupation du territoire par l'M23, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a été corrigé. À travers une table ronde, on peut prendre des mesures correctives et sauver la République à l'avantage de tout le monde. Maintenant, il y a un gouvernement qui est en place. Est-ce que ce gouvernement peut apporter quelque chose? D'autant plus qu'on a vu, il y a eu d'abord changement au niveau de la défense. Il y a M. Mwadi Anvita qui prend les rênes à la place de Jean-Pierre Bemba. C'est qu'il peut y avoir des changements. Le chef veut certainement que les choses aillent dans le sens positif. Les systèmes sont plus têtus que les individus. Qu'est-ce que Mwadi Anvita a de particulier que Bemba? Qu'est-ce que Bemba a apporté de particulier que Gilbert Kabanda? Non, ce n'est pas un problème de changement d'individu. Même chose au ministère de l'Intérieur. On a connu Gilbert Kakonde. On a connu Peter Kazadi. Aujourd'hui, c'est Jacques Chabani. Qu'est-ce que ça change? Non. Est-ce que Félix a décidé de démontrer qu'il était capable d'imposer son autorité dans les commandements de l'armée, des cellules de sécurité? On a établi des rapports faisant état des scandales de détournement des fonds destinés aux opérations. Lui-même a décrié qu'il y avait une mafia autour des effectifs de l'armée. Je viens de vous citer tantôt le sabotage de l'unité de combat de Jungle, formée par sa propre initiative. Aucune évaluation. On a fait rapport sous Gilbert Kabanda des sabotages des marchés d'achat d'armes et on n'a vu personne être sanctionné. Est-ce que c'est l'avènement des Souminois qui va changer la donne? Je suis sceptique, surtout que en lisant son programme, j'ai découvert qu'il y avait une tricherie. Lorsque vous lisez les deux programmes, le programme sous le premier mandat de Félix, aussi bien sous Ilukamba que sous Sama Lukonde,
Le pilier 1 de ce programme était la pacification de la partie est de la RDC. Et sous Sama Lukonde, première action de ces piliers, c'était l'instauration d'une administration militaire en Ituri et au Nord Kivu. Dans le programme souminois, le pilier 1 change, c'est désormais création de l'emploi et protection du pouvoir d'achat des populations. Vous allez créer de l'emploi pour les 215 compatriotes qui ont été tués à 10 jours. Quel emploi vous allez créer pour ces populations qui viennent d'abandonner des hectares de cacao à Irumu, dans le Béni, qui les abandonnent dans le groupement Bafakome aujourd'hui, à Basso Amadiwe, qui les ont abandonnés des champs fertiles dans le Rutshuru, dans le Massissi. Les populations du Nord qui votent aujourd'hui, elles n'ont pas besoin de grand-chose. Elles ont simplement besoin de la sécurité. Quant au reste, ces populations ont fait la preuve. Elles ont construit des universités par elles-mêmes, des écoles. Elles créent des routes par elles-mêmes. Et donc, lorsque Soumina change de priorité, je me pose la question de savoir, est-ce que Félix se rend compte que peut-être il a brandi la question de la priorité de la sécurité sous le premier mandat pour tromper l'électorat du Nord Kivu et de tout l'Est. Maintenant qu'il a son dernier mandat, il dit, j'inverse l'ordre de priorité, vous créez l'emploi, il veut peut-être flatter une population, une partie de la population quinoise pour dire je vais stabiliser le cadre macroéconomique. De cette manière-là, bien, s'il y a un projet de modification de la Constitution, j'aurais contenté une partie des Quinois qui pourront soutenir. Non. À travers l'idée d'une table ronde, je pense, le gouvernement peut obtenir la contribution de toutes les forces indépendantes pour faire de la pacification du pays, non seulement la priorité des priorités, mais l'a priori, le préalable des préalables. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Kasekwa, surtout de votre intervention sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aussi, votre piste des solutions pour une paix durable. Pour vous, vous voulez une table ronde. Alors, sous format de société civile et aussi, merci, armée, gouvernement. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure à 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de Irumu. Ce sera la grande édition qui vous sera présentée par Arlette Boutella. Portez-vous très bien, à très bientôt.